Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier le laboratoire Epiofarm de m'avoir invité aujourd'hui à parler. Je remercie Marcel, Camille, bien sûr, Sophie. Voilà, puis vous remercie tous d'être présents. Et puis un petit coup d'œil aussi à nos amis marocains et suisses présents ici. Voilà, donc je vais vous parler des intolérances alimentaires. Vous verrez, cet après-midi, je vous donnerai des petites choses un petit peu plus pratiques, disons. Et vous verrez qu'on ne s'est absolument pas consulté avec Eric, mais vous aurez quand même beaucoup de choses qui seront similaires à ce que je vais vous dire cet après-midi. On parlera de la fiabilité, on parlera de la façon dont j'aborde les tests IMUPRO en un clin d'œil, c'est-à-dire en regardant la première page ou le premier tableau, on verra ça cet après-midi. Des petites particularités aussi. Et là, ce matin, je voudrais vous parler donc des maladies auto-immunes. Alors, pardonnez-moi, pendant les 5-10 premières minutes, il y a un petit peu de répétition, mais c'est beaucoup plus général que ce qu'a présenté donc, Camille tout à l'heure. Bon. Donc les maladies auto-immunes, ça c'est des petites généralités. Donc ce sont en forte augmentation, les changements de l'environnement sont probablement les causes qui sont principales. Bon, il est certain qu'on peut se poser des questions, hein, que la fréquence de ces maladies augmente, mais comme toujours, hein, en médecine, il faut faire attention à ce qu'on dit, et il est difficile de distinguer toujours un petit peu l'augmentation de ces pathologies réelles de l'augmentation et de l'amélioration des diagnostics, qui sont toujours plus performants. Les progrès dans la détection des auto-anticorps permettent des diagnostics qui sont de plus en plus précoces, bien évidemment. Et puis, par contre, quelle est l'origine de ces pathologies qui sont en très très forte augmentation, comme les allergies classiques, hein, même à IgE? L'hypothèse hygiéniste est une hypothèse qui est retenue par la plupart des scientifiques, et certains facteurs environnementaux, comme les perturbations endocriniennes et l'alimentation, bien sûr c'est notre sujet, ils font penser bien sûr que la cause environnementale a une certaine importance. Alors, les maladies auto-immunes ont une prévalence globale de 5 à 10%, elles sont en très très forte augmentation depuis 20 ans, et leur prévalence a plus que doublé. Ce qui en fait un problème de santé publique, hein, vous le savez, important, et que l'on situe juste derrière les cancers et les maladies cardiovasculaires. Certains pensent même, à juste titre, que les maladies auto-immunes est une véritable épidémie de notre civilisation. Et aux USA, bon, on pourrait parler de la France, mais aux USA, il y a 50 millions de personnes qui sont atteintes par une ou plusieurs pathologies auto-immunes. C'est vrai que quand il y en a une, assez souvent, on en trouve une autre, des fois une deuxième, des fois une troisième. Alors, bon, là, c'est un peu de répétition, pardonnez-moi, mais je ne suis pas rentré dans les détails. J'ai retiré à peu près 40 ou 50 diapositives, qui étaient un peu l'explication que vient de donner Camille. Je donne simplement des grandes lignes. Normalement, le système immunitaire se défend, défend l'organisme vis-à-vis d'agressions extérieures et tolère ses propres constituants. Normalement, la nutrition devrait passer, il devrait y avoir une tolérance à 100%. Ce n'est pas toujours le cas, et quand ce n'est pas toujours le cas, c'est qu'il y a l'intestin qui est en cause derrière. Hein, et puis avec tous les facteurs environnementaux dont on a parlé, et dont on va parler encore. Le système immunitaire reconnaît à la surface donc, de chaque cellule les protéines qui nous caractérisent. Et ce système de reconnaissance du soi est appelé un complexe majeur d'histocompatibilité, ou HLA. Il a été découvert, vous le savez, en 1958 par le professeur Jean Dosset, prix Nobel de médecine en 1980. J'ai retiré toutes les diapositives concernant le HLA, mais c'est quand même extrêmement important de le connaître si on veut bien comprendre les mécanismes auto-immuns. Alors l'autotolérance ou la tolérance du soi, c'est un phénomène qui est actif. Hein. Il est induit par un contact préalable avec l'antigène, et elle implique principalement les lymphocytes T, et puis à un moindre degré, les lymphocytes B. Alors, les dysfonctionnements du système immunitaire, les maladies auto-immunes en sont une, bien sûr. Alors les maladies auto-immunes, elles surviennent quand cette tolérance se rompt. C'est-à-dire qu'il y a le système immunitaire qui devient pathogène, produisant des auto-anticorps, induisant des lésions tissulaires ou cellulaires spécifiques. Alors ça peut être sur un organe, hein, qu'on va parler donc à ce moment-là de lésions qui sont tissulaires d'organes, comme la maladie d'Hashimoto, dont je vais vous parler dans quelques instants, ou non d'organes, par exemple des maladies systémiques comme le lupus érythémateux disséminé. Autrement dit, ça touche plusieurs organes et pas simplement un seul organe, comme c'est le cas pour la thyroïdite de Hashimoto. Alors l'auto-immunité sous la dépendance de facteurs épigénétiques. Alors les facteurs héréditaires, les gènes de susceptibilité, ça c'est indéniable, acquis.
Des facteurs extérieurs environnementaux, ils peuvent être, on en a parlé ce matin, infectieux, parasitaires, fongiques, mais aussi des facteurs qui sont liés à l'alimentation elle-même, c'est-à-dire la nutrition. L'alimentation moderne et industrialisée, ça c'est le gros problème actuellement, est le premier maillon d'une chaîne qui aboutit aux divers troubles conduisant à l'auto-immunité. Seignelay, pour moi c'était mon maître avec Kousmine, bien sûr, Seignelay on lui doit tellement de choses, et comme l'a dit tout à l'heure Eric, effectivement il n'avait pas la chance d'avoir les tests que nous avons. Autrement dit, il a proposé un régime sans gluten, sans produits laitiers, et il parlait, lui, d'encrachage et d'élimination. Voilà. On va en rediscuter un petit peu tout à l'heure de ce régime Seignelay. Donc, ce qui est très important, et je pense que vous avez tous compris maintenant, c'est que l'idée principe dans l'immunonutrition, c'est le rôle de l'intestin et de l'alimentation, et les rapports qu'il y a, la réaction du système immunitaire vis-à-vis de certaines protéines alimentaires. Et ça ne se passe pas toujours bien. Et quand ça ne se passe pas bien, l'intestin est toujours impliqué. Donc les maladies auto-immunes sont souvent liées à la santé de l'intestin. C'est en effet par la muqueuse intestinale que franchissent les déchets alimentaires. On vous l'a expliqué, il n'y a plus un passage transcellulaire, mais un passage intercellulaire. Et c'est là que se posent les problèmes de réaction immunitaire. Quand il y a un passage intercellulaire, il n'y a pas de problème, il y a une tolérance. Et quand vous êtes dans les fameux tight junctions, c'est-à-dire les jonctions serrées, alors à ce moment-là, les déchets passent, que les déchets soient d'origine des protéines mal digérées et d'autres molécules étrangères capables de déclencher sur le moyen et en long terme des réactions qui sont donc auto-immunitaires et à l'origine de ces maladies auto-immunes. Vous connaissez ça, hein, la porosité intestinale, l'hyperméabilité de la muqueuse intestinale. C'est facile à reconnaître, une jonction serrée, normale. Les passages, quand je parlais intercellulaires, ils sont ici, ça se passe bien. Et quand vous avez ici une ouverture avec bien sûr des réactions hormonales, des réactions à l'azonuline, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là parce qu'il faut 2 jours pour expliquer tous les mécanismes physiopathologiques. Mais enfin, vous avez donc une ouverture de ces jonctions serrées. Et là, faulty tight junction, c'est-à-dire elle est en faute. Elle est malade. Et c'est là que se passent tous les problèmes. Quand vous arrivez dans le courant sanguin, c'est là que vont se faire toutes les réactions du système immunitaire et déclencher donc des pathologies auto-immunes. Alors, quels sont les mécanismes évoqués? On en a parlé, Camille, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est l'hypothèse prévalente, c'est celle d'un peptide bactérien, viral, parasitaire, fongique ou alimentaire, qui va venir franchir la paroi poreuse de l'intestin grêle, peptide qui s'accumule donc dans un tissu qui est capté par les CPA, c'est-à-dire les cellules présentatrices d'antigènes, par l'intermédiaire du système HLA, qui est sur ces cellules présentatrices de l'antigène. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir une présentation par les molécules HLA aux lymphocytes T, et qu'il va y avoir des réactions de type immunitaire, IgE éventuellement, ou IgG. On vous en a parlé, Camille vous en a parlé. La triade, ça vous la connaissez, mais je suis obligé de la reprendre. La triade, oui, je veux dire d'abord que l'alimentation, les hypersensibilités ou intolérances alimentaires, en tant que facteurs environnementaux reconnus, sont à l'origine de ces fameuses dysbioses et d'hyperméabilité intestinale. On en parlera. Elles jouent un rôle qui sont clés, des rôles clés dans ce schéma physiopathologique. Et c'est là qu'intervient le rôle de l'immunonutrition. Alors l'immunonutrition, ce n'est pas que dire quelles sont les plantes ou les vitamines qui marchent et qui vont permettre de stimuler le système immunitaire. L'immunonutrition, c'est de regarder quelle est la réaction de votre système immunitaire vis-à-vis de l'ingestion de protéines alimentaires. C'est ça le problème, ça ne se passe pas toujours bien. Et l'alimentation, elle bénéficie d'une immunité, j'allais dire, dite présidentielle. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ne supportent pas les produits laitiers, qui ne supportent pas les œufs, qui sont malades à cause de ça. Donc le dicton de la nutrition française, c'est qu'il faut manger de tout, varié, équilibré, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, vous savez, bien digéré, bien mâché, etc., etc. Vous connaissez le truc par cœur. Je ne suis pas d'accord sur le de tout. Je suis pour varié, équilibré, diversifié, on est d'accord, mais certainement pas de tout. C'est assez rare de trouver des gens qui n'ont pas du tout d'intolérance. C'est souvent pas fréquent de trouver des gens qui sont parfaitement en bonne santé sans aucun problème. Ça, c'était l'ancienne classification. Hein. Je crois que Camille, vous en avez un petit peu parlé. Peut-être pas de l'ancienne. Enfin, si c'est l'ancienne, oui. La classification Gelly-Coombs, 75, je crois, si mes souvenirs sont bons. Les IgE, les IgE, avec des délais immédiats, on vous en a parlé, qu'il faut intervenir des cellules mastocytaires, basophiles, les médiateurs histamine, leucotriène. Le traitement, c'est les évictions, bien sûr, ou la désensibilisation que pratiquent donc les allergologues.
Et puis vous aviez, comme disait Eric aussi ce matin, bah, vous avez cette classification, c'est-à-dire qu'il a appris ça avec Bach. Eh bien oui, il y avait les allergies de type 3 qui sont à IgG, qui sont avec des délais intermédiaires, on vous a parlé de 2-3 jours jusqu'à 2-3 heures jusqu'à 2-3 jours, qui provoquent des phagocytes, c'est un rôle phagocytaire, avec activation du complément, et qui ont, dans les traitements d'urgence, en fait, c'est une action pour traitement, on pourrait dire un traitement anti-inflammatoire, enfin on peut discuter évidemment ça, parce que c'est ancien, et que le traitement, bah, c'était les évictions. D'accord ? Bon, ça, c'est l'ancienne classification. Et depuis 2000, ben, c'est un peu plus récent, après 2002-2003, je ne sais plus exactement, il y a eu la classification actuelle, qui est celle de Johansson, et qui classe en hypersensibilité. Et vous avez les hypersensibilités qui sont allergiques, c'est-à-dire dont le mécanisme immunologique est prouvé, et des hypersensibilités qui seraient non allergiques. On en a parlé, le lactose, fructose, etc. Histamine. Et celles qui sont médiées par les IgE, vous voyez bien quand même qui sont des hypersensibilités allergiques, mécanisme immunologique prouvé. Les médiées par les IgE, il n'y a pas de problème. C'est donc des gens qui sont non atopiques, c'est-à-dire des piqûres d'insectes, des helminthes, des médicaments et autres. Et les atopiques que tout le monde connaît, les rhinites allergiques, l'asthme, les allergies alimentaires. Ça, on peut discuter, ça. Mais effectivement, il y a des allergies alimentaires à IgE, bien évidemment, et des allergies professionnelles et nombreuses autres. Et, car même, dans les mécanismes immunologiques prouvés, car même, les non médiés par les IgE, c'est-à-dire on ne sait pas, ça existe. C'est vrai qu'on reconnaît qu'il y a quelque chose qui se passe, et on vous dit que ce sont des allergies qui sont non médiées par les IgE. Et on arrive quand même à admettre qu'il y a les lymphocytes qui sont impliqués, les éosinophiles, les IgG et les autres. Donc c'est quand même, dans la classification de Johansson, elles sont présentes, mais comme on l'a dit aussi, avec les allergologues, on a du mal parce qu'on a vraiment une séparation ici. Ça c'est archi connu, tout le monde connaît ça, il n'y a aucun problème, et ça on a du mal à accepter la présence. Okay. Alors, l'hypersensibilité alimentaire est liée à 3 facteurs fondamentaux. Moi j'appelle ça la triade. C'est l'inflammation, bien sûr, c'est la dysbiose intestinale et c'est l'hyperperméabilité intestinale. Mais ça, l'hyperperméabilité intestinale, on en discutera, notamment cet après-midi. Vous verrez, parce qu'il y a des fois où je me pose beaucoup de questions et ça permettra un débat. Je vais vous montrer certaines choses qui me font penser qu'on peut très bien avoir des intolérances alimentaires ou des allergies alimentaires de type 3 sans forcément avoir d'hyperperméabilité intestinale. Alors, ça, c'est effectivement un schéma. Bon, je reprends, je suis désolé, tout à l'heure, Camille en a parlé. Qu'est-ce qui entraîne cette fameuse triade, qui est la dysbiose, l'hyperperméabilité et l'inflammation? C'est le Candida albicans. C'est un perforateur d'intestin. Je vous dis, pour moi, il est aussi important que ne le sont les intolérances alimentaires. Les infections, on en a parlé. Le stress, bien évidemment, indiscutable. Le deuxième cerveau, personne ne peut le nier. C'est une évidence. Les anti-inflammatoires, la cortisone et surtout les antibiotiques qui déclenchent effectivement ces phénomènes. La chimiothérapie, la radiothérapie, les ondes électromagnétiques, les sports intenses. Tout à l'heure, Camille vous en a parlé, effectivement. Les sportifs sont extrêmement fragiles parce que le sang dans l'entraînement part dans les muscles et il y a une ischémie effectivement importante qui les rend extrêmement fragiles. Les perturbateurs endocriniens, les métaux lourds, les polluants, et bien sûr, ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le gluten, la caséine, mais l'ensemble des intolérances alimentaires. Voilà, vous comprenez que ce n'est pas facile à aborder donc, le sujet d'une dysbiose, d'une inflammation, d'une perméabilité, mais aujourd'hui, notre sujet, c'est ça, mais on n'a pas le droit d'oublier le reste. Bien évidemment, on ne peut pas l'oublier. Donc la dysbiose, l'inflammation, cette fameuse triade, l'hyperperméabilité intestinale, elle débouche sur quoi ? C'est toutes les pathologies, beaucoup de pathologies. Moi, actuellement, j'ai fait 1800 tests ImuPro complets, 1861 exactement. J'ai 400 tests qui sont des tests ImuScreen 134. On n'en a pas parlé, mais c'est exactement les mêmes réactifs qu'ImuPro. Donc 2200-2300 dossiers, je peux vous dire que j'ai vu toutes ces pathologies-là. Donc ça fait 15 ans que je travaille sur les intolérances alimentaires et tous les jours, j'ai des patients qui arrivent avec ce type de symptômes, vous aussi bien évidemment. Voilà, donc les pathologies syndrome du côlon irritable ou la colopathie fonctionnelle, le surpoids, les syndromes de fatigue chronique et fibromyalgie, les urticaires, les eczémas, le psoriasis, les céphalées, les migraines, très fréquents, l'asthme, les diabètes de type 2, les pathologies tendinomusculaires, la dépression, l'autisme et le TDAH.
Et puis, les maladies auto-immunes. Okay. Alors, toujours cette triade infernale. Et les maladies auto-immunes, vous avez les maladies, comme je l'ai dit tout à l'heure, les maladies qui sont spécifiques des organes et des tissus. Donc vous avez donc les thyroïdites auto-immunes, les maladies de Crohn, de Birmer, les rectocolites hémorragiques, les maladies cœliaques, les spondylarthrites, diabète de type 1, les maladies d'Addison, insuffisance surrénalienne, les polyendocrinopathies, les myasthénies, les hépatites A et les CVP, la cirrhose biliaire primitive, et d'autres maladies un peu plus rares. Et puis vous avez les maladies auto-immunes non spécifiques d'organes, ou les maladies dites systémiques. Tout à l'heure, voilà la liste. Vous avez donc le lupus érythémateux disséminé, la polyarthrite rhumatoïde, la polymyosite, les sclérodermies, et Gougerot-Sjogren, etc. Alors, les maladies auto-immunes, on en a parlé tout à l'heure, c'est les progrès dont j'ai parlé, effectivement, permettent effectivement, nous avons des auto-anticorps, d'autres sont découverts tous les jours, donc ça nous permet de comprendre qu'il y a de plus en plus de maladies auto-immunes, d'où la difficulté de savoir est-ce que c'est parce qu'il y en a plus ou est-ce que c'est parce qu'on a des meilleurs diagnostics. Donc là, vous avez la maladie cœliaque, on en a parlé, notamment les plus performants, c'est les anticorps IgA transglutaminase. La maladie d'Hashimoto qu'on va voir dans 2 petites minutes, c'est les anticorps anti-thyroglobuline et anticorps anti-TPO, le TPO étant plus spécifique de la maladie d'Hashimoto. Mais je vais vous montrer un cas clinique où c'est la thyroglobuline qui est prédominante, donc ça arrive, pas facile à expliquer. La maladie de base d'eau avec des anticorps antirécepteurs de la TSH, on les appelle les TRAC aussi. La rectocolite, les anticorps anti-cytoplasme et polynucléaires neutrophiles. Il y a 2 secondes, Camille vous a parlé de la maladie de Crohn, donc les anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae, et puis tout le reste, on passe parce que vous les connaissez. Voilà. Donc l'immunonutrition, les moyens, les tests d'intolérance alimentaire. Ces tests sont un moyen qui est utilisé par l'immunonutrition pour mesurer et quantifier les réactions anormales de votre système immunitaire ou d'un système immunitaire vis-à-vis de protéines alimentaires, avec notamment la mesure du taux réactionnel d'IgG spécifique à chacun des aliments testés. Voilà, c'est à peu près la définition que j'ai donnée, c'est la mienne, elle est peut-être critiquable, mais à peu près elle représente ce qu'il faut à peu près comprendre. Alors, pourquoi les intolérances alimentaires? C'est l'ancienne présentation des tests, c'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans, ça a changé, maintenant on n'est plus qu'en 3 niveaux, vert, orange et rouge, mais avant on était en 4 niveaux, c'est-à-dire qu'on avait le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4. Voilà. Alors quand vous avez des patients qui arrivent avec un test comme ça, ce sont les légumes et ce sont les fruits. La nutrition vous dit qu'il faut manger 5 à 7 fruits et légumes par jour. Ok, j'espère que ce monsieur-là, moi j'ai aucun problème. Et puis j'ai un patient qui arrive 2 heures après, c'est pas vrai, il est arrivé quelques jours après, j'ai ça. Est-ce que vous croyez qu'il faut donner des fruits et des légumes, 5 à 7 fruits et légumes, à ce patient avec ce test-là? Ce patient-là, quand il mange des fruits et des légumes, il a 8 diarrhées par jour. D'accord? Donc il faut à un moment donné savoir que le programme Nutrition Nationale Santé qui vous dit, c'est vrai que statistiquement, globalement, c'est vrai, mais individuellement, c'est faux. Vous avez un patient devant vous. Est-ce qu'il répond à la statistique générale ou est-ce qu'il a son problème particulier? Et c'est là où les tests d'intolérance alimentaire sont. C'est la médecine personnalisée. Et il faut y arriver. En cancérologie, on est en train de personnaliser les traitements. Eh bien, c'est la même chose pour nous. C'est pour ça que la nutrition moderne, pour moi, il y a un nouveau paradigme. C'est-à-dire qu'il faut manger varié, équilibré. Ça, je suis archi d'accord. Mais est-ce qu'il faut manger de tout? Là, je suis moins d'accord et je dis qu'il faut manger personnalisé. Et il n'y a que ces tests qui individualisent les aliments qui permettent de le faire. Pour moi, c'est un nouveau paradigme de la médecine et ce n'est pas facile à faire admettre. Pas facile à faire admettre que les fruits peuvent être un problème, que l'amande peut être un problème, parce qu'il y a le gluten, les produits laitiers, on en parle, mais il n'y a pas que. Même si c'est les 3 majeurs, gluten, produits laitiers, les œufs, franchement, c'est les 3 majeurs. Statistiquement, c'est indiscutable. Alors c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Je mange ce qui me réussit », que j'avais sorti un article où à peu près tout ce que je suis en train de vous dire est résumé, il y a quelque temps, grâce au laboratoire COPMED, qui m'avait eu la gentillesse de publier cet article. Alors maintenant, on va parler de la thyroïdite de Hashimoto et des intolérances alimentaires. Allergie de type 3 ou hypersensibilité alimentaire. Les questions et les hypothèses. Ce que je viens d'entendre de Camille, effectivement, par exemple, m'interroge. Quand on dit qu'effectivement les anticorps, par exemple les anticorps anti-TPO, sont une cible
mais ne sont pas un acteur de la pathologie parce qu'ils ne rentrent pas dans la cellule. D'accord. C'est de la théorie, c'est logique, c'est de la biochimie, c'est de la physiologie cellulaire. Maintenant, je ne suis pas certain, et ce que je vais vous montrer, c'est que, dans une deuxième partie, c'est que les anticorps anti-TPO, ben vous allez voir qu'ils vont diminuer quand on respecte les intolérances alimentaires et quand on les met en place. Et ça s'accompagne d'une amélioration clinique. Alors peut-être que ce n'est pas logique, mais c'est la constatation clinique. Et là, je suis d'accord avec Eric, je ne soigne pas des analyses ou même de la théorie qui est dans les livres, je soigne des patients qui souffrent et j'en améliore les choses. Okay, donc, attends, je vais terminer. C'est logique. Bon, d'accord, ben, merci, c'est logique. Ok. Alors, voilà ce qui se passe. Seignalais, il avait compris une idée géniale, que les aliments pouvaient être un problème pour la santé. Donc il avait dit, et je pense que c'est le gluten, c'est le blé, et c'est les produits laitiers. Okay. Et à partir de là, il a impliqué ce traitement-là à beaucoup de gens et à beaucoup de maladies auto-immunes. Si vous lisez son extraordinaire livre, la médecine, la troisième médecine, vous verrez, il y a des tableaux avec toutes les pathologies auto-immunes consécutives, enfin avec les résultats d'un traitement d'éviction du lait et du gluten. Ben moi, j'ai fait un peu l'inverse. Je suis un peu rebelle. J'ai fait un peu l'inverse, c'est-à-dire que là, je vais partir des tests d'intolérance, c'est-à-dire que je vais partir en fait des maladies auto-immunes et je vais voir si, à partir de ces maladies auto-immunes, si on peut déduire des aliments responsables ou pas. Et pas simplement partir d'un état de fait, on supprime les produits laitiers, on supprime le gluten, j'essaye de voir, je prends les maladies auto-immunes et j'essaye de voir si on peut avoir certaines familles alimentaires problématiques. Alors, qu'on soit bien d'accord, parce que là, sinon, il va me faire les gros yeux, Camille, normalement, c'est vrai, on ne peut pas et on ne doit pas dire qu'un tel aliment correspond à une pathologie chez des individus différents. C'est clair, c'est net, je le dis. Ceci dit, je suis un peu rebelle, encore une fois, et j'essaye de... Parce que quand même, ça fait quand même 15 ans que je travaille, et que dans les pathologies ORL, quand je supprime les produits laitiers, ça marche tout de suite. Le gluten, sur la douleur et sur le ventre, ça marche tout de suite. Donc quand même, je me pose quelquefois des questions sur les migraines. J'ai quasiment, dans 90% des cas, j'ai le blanc d'œuf qui est positif. Okay, donc je veux bien que les familles alimentaires, un aliment ne correspond pas à une pathologie, c'est vrai, je ne le discute pas, mais j'essaye de voir si, quelquefois, il n'y a pas quelques petites failles dans cette théorie, qui est une théorie. Mais dans la clinique, moi, je trouve des choses différentes. Alors, les questions. Est-ce que le régime alimentaire qui est basé sur l'éviction des aliments générant des anticorps IgG spécifiques de ces aliments, qui ont été repérés par les tests, peut avoir une influence sur l'évolution clinique de la maladie d'Hashimoto, sur l'évolution biologique avec modification des anticorps spécifiques de cette maladie, les anticorps anti-TPO et les anticorps thyroglobulines, et s'il y a une évolution biologique, s'il y a une modification, ben dans quel sens elle va? Bon, c'est la question que je me suis posée. Alors, ça part de quoi? Et autre question également. Certains aliments, alors c'est là ce que je viens de dire tout à l'heure, certains aliments ou familles alimentaires peuvent-ils être plus spécifiquement responsables de certaines maladies auto-immunes, dont la maladie d'Hashimoto? La théorie dit non. Il faut voir après dans la pratique. L'étude statistique que je vous présente ici sont une étude statistique qui est présentée sur 1861 patients qui ont tous fait le test complet. J'ai la chance d'avoir 1861 patients qui ont fait le test complet et j'ai tendance à ne pas vouloir faire les tests partiels parce qu'on passe très souvent à côté du problème. Et ça, je n'aime pas faire dépenser 250 € à des gens et puis l'année d'après, ils me disent ça ne va pas, il faut faire le test complet. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, donc j'ai arrêté. Et dans la mesure du possible, j'essaie de faire le test complet. Et là, j'en ai, au jour d'aujourd'hui, hier, j'en étais à 1890. Voilà. Mais là, j'ai fait les études pendant l'été. Ça m'a coûté mes vacances, en partie. Et j'ai fait des études sur 1861 patients. Donc, sur la maladie de Hashimoto, les études vont reposer uniquement sur 40 patients. Pourquoi ? Parce que moi, au début, quand j'ai commencé sur mes 1000 premiers patients, j'étais à 1000 lieues d'imaginer qu'on pouvait avoir une action sur la thyroïde, sur les articulations. Je faisais le test parce qu'on m'a dit que ça améliorait la colopathie fonctionnelle, etc. etc. Bon, donc j'ai repris les dossiers à partir de 1063 parce qu'ils sont beaucoup plus documentés. À partir du moment où j'ai senti qu'il y avait des problèmes,
J'ai commencé à faire les anticorps, j'ai commencé à faire la iodémie, les TSH, les T3, la T4, etc. Bon, voilà. Donc je n'ai que 40 patients sur 1063 et 5 patients également aussi sur le test Imuscreen 134. Bon, si vous voulez, en petit comité, je vous dirai ce que c'est que le test Imuscreen 134, qui sont exactement les mêmes réactifs que le test proposé par Herbiofarm, le test Imupro. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer les statistiques. Ça, c'est des statistiques sur 1861 patients. Donc dites-vous bien que ces chiffres-là, ils sont ancrés dans le marbre. Parce que je vais vous montrer tout à l'heure que les statistiques que j'avais faites avec 800 premiers patients étaient exactement quasiment les mêmes. Okay. Toute pathologie confondue, d'accord? Toute pathologie confondue. Vous avez ici le blanc d'œuf. Alors, regardez bien, la négativité est sur 48,57%. Et la positivité, c'est 51,42%. Donc vous avez 51,42% de gens qui viennent dans mon cabinet. Bien sûr, ils viennent parce qu'ils ont une pathologie. Ce n'est pas la population générale. Il y a 51,42% de gens qui sont positifs au blanc d'œuf. Et une petite remarque, c'est que vous avez ici les niveaux orange, c'est-à-dire les niveaux élevés, et les niveaux très élevés. Et vous avez 566 patients qui sont à niveau très élevé et que 391 à niveau qui sont élevés. Donc vous avez 30% ici, 21%. Autrement dit, quand le blanc d'œuf est positif, il est extrêmement et violemment et fortement avec un très fort taux d'anticorps positifs. Mais ça, c'est un chiffre important. 51,42% de gens positifs. Donc, alors. Et si je prends la maladie, maintenant la maladie, excusez-moi. Si je prends Hashimoto, donc 40 patients, je suis d'accord. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. D'accord? J'en ai tous les jours, il m'est arrivé encore 2 hier. Bon, dans 1 an ou 2 ans, peut-être que je serai pas loin de 100 ou j'en sais rien. Enfin, peu importe, que la statistique sera plus performante encore. Mais voilà ce que je trouve. Je trouve sur 40 patients, 23 patients qui sont négatifs au blanc d'œuf. Donc j'ai 57% de patients Hashimoto négatifs. Et j'ai 42% de gens qui sont positifs, c'est-à-dire que si vous prenez le niveau élevé et le niveau très élevé, j'ai 42,5% de positivité. C'est le constat, c'est tout, c'est factuel, c'est des statistiques. Donc j'en conclus, c'est extrêmement provisoire et critiquable, je ne discute pas, mais ce sont des faits. Le blanc d'œuf pour moi est positif pour 51,42% des patients consultants pour toute pathologie confondue. Il n'est positif que pour 42,5% des patients consultants et atteints par les maladies d'Hashimoto. Donc les malades atteints d'une maladie d'Hashimoto présentent une fréquence moindre de positivité au blanc d'œuf comparativement à toutes les autres pathologies. C'est une constatation, elle sera peut-être modifiée, c'est possible, mais pour l'instant c'est ça que je trouve. Si je prends le lait de vache, toute pathologie confondue, vous avez 52% de patients qui sont négatifs au lait de vache. D'accord ? Et vous avez au lait de vache en positivité 48%, ce qui veut dire que sur 1861 patients qui se présentent, j'ai 48% de patients qui sont positifs au lait de vache. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Et un peu la même remarque, vous avez ici 508 patients avec des niveaux très élevés et que 386 à des niveaux qui sont élevés, mais pas très élevés. Donc j'ai encore ici une statistique qui ne me surprend pas, mais 27 ici, 27% et 20% ici. Donc, voilà. Mais retenez ce chiffre-là aussi, c'est un chiffre qui est extrêmement important. Vous pouvez dire qu'il y a 48% des gens qui consultent qui sont positifs au lait de vache. Maladie d'Hashimoto, eh bien, regardez ce qui se passe, c'est-à-dire que j'ai que 47% de gens qui sont négatifs, et par contre, et pour moi c'est significatif, il y a 52,5% de gens qui sont positifs au lait de vache. 52%. Et vous avez encore une prédominance des taux élevés par rapport aux taux, même si il y a peu de différence, hein, il y a un patient, ce n'est pas significatif, mais quand même, il y a une certaine tendance qui montre que quand c'est positif, ça l'est très fort. Donc 52%, c'est énorme. C'est énorme. Vous allez voir que par rapport au gluten, il y a une sacrée différence. La thyroïdite de Hashimoto donc, est le lait de vache. Les conclusions que je fais sur ces chiffres, c'est tout simple. Le lait de vache est positif pour près de 48% des patients consultant pour toute pathologie confondue. Ça, vous pouvez être certain que c'est gravé. Hein. Ça n'a pas changé depuis les 1000 derniers dossiers. En revanche, il est positif pour 52,5% des patients consultants atteints par une maladie d'Hashimoto. Donc je conclus, mais provisoirement,
que les malades atteints d'une maladie Hashimoto présentent une fréquence supérieure de positivité au lait de vache comparativement à toutes les autres pathologies confondues. C'est une constatation statistique. Le gluten, et là où on a des surprises, est un peu flou, je suis désolé, mais enfin voilà. Là, les deux sortent ensemble, parce que je n'ai pas pu faire autrement, c'est une copie de ce que j'avais présenté ailleurs. Toute pathologie confondue, sur les 1861 dossiers, le gluten est négatif dans 46%, 37%, c'est le plus faible. Je suis désolé, mais c'est le plus faible. Le gluten à niveau élevé, on n'est qu'à 694 par rapport, cette fois-ci, au très élevé, à 295. Et là, c'est complètement différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Quand le gluten il sort pas très élevé quand il est positif. Pas très élevé. Donc j'ai posé la question à Camille, est-ce qu'il n'y a pas un système de recalibrage qui fait qu'on a assoupli les mesures par rapport? Il m'a répondu non, il n'y a pas de recalibrage. Donc c'est une constatation, là aussi. Pourquoi le gluten, par contre, il est positif dans 53,14% des cas. 53% des cas. Ce chiffre n'a jamais varié depuis 8 ans. Jamais. Et par contre, dans la maladie d'Hashimoto, 40 patients, mais j'ai 60% de patients qui sont négatifs, complètement négatifs au gluten, et j'ai 40% de gens qui sont positifs au gluten. Et avec là aussi une inversion des chiffres, c'est-à-dire que le gluten, quand il sort un peu plus faible que quand il est à niveau très élevé. D'accord? Voilà. Petite constatation. Alors le gluten est positif pour 53% des patients consultants, toutes pathologies confondues, c'est-à-dire sur 1861 dossiers. Et curieusement, il n'est positif que pour 40% des patients consultants et atteints par les maladies d'Hashimoto. Donc 60% d'entre eux ne présentent pas aucune intolérance au gluten. Donc je conclus que dans la maladie Hashimoto, elle présente une fréquence bien inférieure de positivité que toutes les autres pathologies confondues. C'est une constatation. Okay. J'avais sorti, et pourtant, je suis un ardent anti-gluten, hein, ça, tout le monde me connaît, enfin, certaines personnes me connaissent, et j'ai même sorti, on en a parlé tout à l'heure, un article sur l'intolérance au gluten, une nouvelle entité clinique existe en dehors de la maladie cœliaque, une étude comparative à partir de tests biologiques, donc les tests IMUPRO, bien sûr, et donc Camille a participé, bien sûr, à cette étude, voilà, et où je montrais la chose suivante. Je crois que vous avez l'article, je crois que vous l'avez, on vous l'a donné, et donc je constatais qu'il y avait effectivement 1 à 2% de gens qui sont malades cœliaques, ok, là il n'y a pas de problème, parce que je fais toujours, hein, quand un patient arrive en me disant je veux faire, je suis malade et je décide de faire test d'intolérance alimentaire, je fais toujours associer au test IBUPRO les anticorps anti-transglutaminase. Je vais être sûr que le patient ne soit pas malade cœliaque. D'accord ? Bon. Donc, ce qui fait que sur les patients, là, il y en avait eu 780, je crois, ou 744, enfin, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Il y avait donc 1 à 2% de malades cœliaques, c'est ce qui est reconnu universellement, enfin mondialement. Et le sujet sain non cœliaque, il y avait 98 à 99%. C'est-à-dire, c'est ça qui est connu en médecine. Vous êtes cœliaque ou vous ne l'êtes pas. Et vous êtes normal par rapport au gluten. Et ce qui est faux. C'est complètement faux. La réalité, c'est qu'effectivement, il y a toujours 1 à 2% de malades cœliaques, ça ne se discute pas. Mais vous avez 53% de gens qui sont ce que j'appelais des intolérants partiels au gluten. Bon, c'est des sensibles au gluten, de la sensibilité au gluten non cœliaque. Moi, au début, j'appelais ça des gens qui ne sont pas malades cœliaques, qui ne sont pas normaux par rapport au gluten, qui sont partiellement sensibles au gluten. Donc, j'appelais ça des intolérants partiels au gluten, mais c'est donc des gens qui ont une sensibilité au gluten non cœliaque. Voilà. Eh bien, il y en a 53%. Il y a 3-4 ans, et aujourd'hui, vous avez la statistique, je suis sur 1800 dossiers au lieu de 800, je suis exactement sur le même chiffre de 53%. Il est gravé dans le marbre. Okay ? Oui. Oui, c'est une population qui aime consulter. Ça veut dire que voilà, la question qui est sous-entendue, 53% de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont des pathologies, quelle est la fréquence dans la population générale? On peut faire une extrapolation. Pour moi, elle est minimum de 25 à 30%. Tu dis 35, moi je dis 25 à 30% minimum. Ça veut dire que dans la salle, ici, il y a probablement un patient sur 3 qui a un problème de sensibilité au gluten non cœliaque. Ça, je suis prêt à prendre les paris. Voilà. Donc, cette sensibilité au gluten non cœliaque, bon, on l'avait bien repérée. Voilà. Mais il n'empêche que dans ce que je vous ai montré sur Hashimoto, je trouve le gluten moins présent.
Il y avait un article qui était sorti par Carroccio italien, qui avait montré dans High Proportion of People with Non-Celiac Wheat Sensitivity, qui ont des maladies auto-immunes. Il avait montré la chose suivante. On sait que les maladies auto-immunes sont fréquentes chez les personnes qui souffrent de maladies cœliaques, mais cet article du journal de gastroentérologie suggère que le risque de maladie auto-immune pourrait être au moins aussi élevé chez les personnes présentant une sensibilité au gluten non cœliaque. Et dans son étude rétrospective, 29% des personnes ayant une sensibilité au gluten, donc elle est quand même reconnue maintenant, quand même, oui, et la même proportion de patients cœliaques ont développé une maladie auto-immune, principalement une hypothyroïdie de Hashimoto. Donc Carroccio lui a montré que la maladie Hashimoto était très liée au gluten. J'aimerais bien qu'il fasse des études avec le blanc d'œuf et avec le lait de vache. Mais bon, voilà, il l'a fait avec le gluten. Voilà ce qui ressort. Bon, ça c'est la fréquence des maladies auto-immunes. C'est un français, service de médecine interne, qui a fait ça en 98. La fréquence des maladies auto-immunes apparaît plus importante chez les patients qui ont une dysthyroïdie que dans la population générale. Autrement dit, on a plus de chances de faire une maladie Hashimoto si on a une dysthyroïdie, une hypothyroïdie au départ. C'est un tableau récapitulatif. Là, si je prends la fréquence observée de positivité niveau élevé, très élevé concernant les 3 majeurs, sur 1861 patients, vous voyez que c'est le gluten qui est de très très loin devant, enfin très loin, devant le blanc d'œuf, devant le lait de vache et le jaune d'œuf. J'ai mésestimé un peu le jaune d'œuf, mais par contre, il est extrêmement fréquent dans la maladie Hashimoto, je vais vous en parler. Je ne l'ai pas intégré et je le regrette, je m'en suis aperçu il y a très peu de temps. J'ai dit, mais je vais quand même aller revoir les jaunes d'œuf, statistiques par Excel. C'est très facile à faire. Le nombre de patients positifs à niveau 4, à 2 et à 4, niveau élevé et très élevé, il est impressionnant parce qu'il est exactement égal à celui des produits laitiers. On va le voir. Voilà, je suis désolé parce que je ne voulais pas montrer, mais dans la maladie Hashimoto, la fréquence observée de positivité, voilà le top, le premier, le lait de vache à 52, le jaune d'œuf, je suis désolé parce que je m'en suis aperçu à la dernière minute, 52,5, le blanc d'œuf moins que le jaune d'œuf, c'est curieux, parce qu'en pratique, le blanc d'œuf sort beaucoup plus fréquemment que le jaune d'œuf. Mais par contre, le jaune d'œuf, il sort chez les Hashimoto et il sort très élevé. Vous voyez qu'il y a une grande chute, c'est vertigineux, ici, les majeurs sont là. Et le lait de chèvre, le lait de brebis à 20%, 17,5%, 12,5%, 10%. L'amande, l'arachide, la noix du Brésil, la noix de macadamia, la spiruline, des sont à 7,5%. Donc là, vous avez vraiment ce que j'appelle les ténors. C'est vraiment les ténors. J'appelle ça les 3 majeurs, mais c'est vraiment les ténors. Fréquence observée de positivité niveau élevé, très élevé concernant les 3 majeurs. Donc vous le savez, ça c'est une répétition, excusez-moi, c'est un bis repetita. Et si on fait donc dans la maladie d'Hashimoto, qu'est-ce qu'on trouve en premier? En fait, c'est la conclusion de ce que je vous dis. Vous avez le lait de vache à 52,5, le jaune d'œuf à 52,5, le blanc d'œuf à 42 et le gluten est à 40. C'est des constatations. Okay, bon, encore une fois, 40 patients, ce n'est pas suffisant pour avoir une statistique formelle. Alors, je dirais même pour le produit laitier. J'avais participé, et merci à Eric, qui m'avait invité donc, au colloque colloque Santé-Prévention du Sud-Ouest, c'était au mois de novembre 2016. Et j'avais fait une intervention sur la maladie auto-immune, et là je vous ressors ce que j'avais fait sur les polyarthrites rhumatoïdes. Sur les polyarthrites rhumatoïdes, j'en avais 5. J'en avais 5, je suis remonté et j'en avais 5. Les 5 me montraient ceci, c'est-à-dire, je vous dis tout de suite que le gluten est négatif chez cette personne-là. Hein. Le gluten et les œufs sont négatifs, sinon je l'aurais présenté. Une intolérance majeure au lait de vache et à tous les produits laitiers contenant du lait de vache. Après, vous avez la brebis qui est positif et vous avez aussi le lait de chèvre. Et naturellement, ce qui montre la pertinence du test, ces gens n'ont jamais consommé ni de lait de chamelle ni de lait de jument, donc ils sont négatifs aux 2 laits qui n'ont jamais été consommés. Ce qui montre bien la pertinence du test. On est quand même positif à ce qu'on a consommé et non pas à ce qu'on n'a pas consommé. Même s'il y a, vous verrez, des réactions croisées, on en parlera cet après-midi. Voilà, je suis désolé, c'est un peu flou, mais voilà le deuxième cas clinique de polyarthrite rhumatoïde. Qu'est-ce que je trouve? Je trouve le lait de vache, tous les laits ici sont là, ils sont tous présents. Et vous avez aussi une forte prédominance du lait de vache. Et vous avez la brebis qui est positive, et vous avez la chèvre qui est positive, et toujours la chamelle et la jument qui sont négatifs, ce qui est pertinent. Troisième cas clinique que j'avais présenté, la polyarthrite rhumatoïde ici. Vous avez ici encore une positivité énorme. Hein, c'est l'ancienne présentation hein, avec 4 niveaux. Le lait de vache, le kéfir, le lait de vache, le lait fermenté, la ricotta, le présure, le lait cuit, etc. Et le lait de vache à 131,36. Et encore une fois, brebis positif moins fort, lait de chèvre positif, et toujours chamelle et jument négatif. Encore une fois, la pertinence.
Ici, la patiente numéro 4, vous voyez, c'est le lait de jument, le lait encore de chamelle et encore le lait de vache. Et par contre, ce qui infirme un petit peu la statistique, c'est que la patiente numéro 4, qui était une petite polyarthrite, qui n'était pas très évoluée, mais était diagnostiquée quand même polyarthrite, elle était séronégative. Eh bien, vous ne le voyez pas bien, mais ici, il y a les produits laitiers complètement négatifs et le gluten complètement négatif. Voilà. Donc on avait quand même, si je résume, ça c'est les résultats cliniques, j'en parle pas, mais quand même 80% d'amélioration avec la suppression des laits de vache, etc. Et dans 80% des cas, le lait de vache et les produits laitiers ont des anticorps élevés et très élevés. Donc je retombe sur mes pieds avec l'Hashimoto et avec la polyarthrite rhumatoïde. Hein. Bon, je ne dis pas que le gluten est... Voilà, mais c'est des statistiques. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire sur c'est la diapo que j'avais présentée à Toulouse. 3 produits laitiers par jour, non, certainement pas. En revanche, le schéma sans gluten, sans produits laitiers ne peut être systématique, c'est-à-dire le signalet. C'est ce qu'a dit à un moment donné, je crois que je ne sais plus si c'est Eric ou si c'est Camille, à un moment donné, on a retiré le gluten inutilement. Là, dans les polyarthrites rhumatoïdes, je n'ai pas de réaction au gluten dans la plupart des cas. Enfin, il n'y avait que 5 cas. Hein, je suis d'accord, ce n'est pas significatif. Donc, moi, dans ma consigne que j'avais donnée il y a 2 ans, supprimer les produits laitiers et au moindre doute, faire un test pour écarter aussi le gluten, l'œuf et d'autres aliments, fruits à coque notamment, possiblement non tolérés. Parce que dans l'avant-dernière, il y avait les fruits à coque qui étaient positifs. Voilà, alors vous avez la fréquence générale qui est observée de positivité, c'est le top 16. Sur les 1861, mais cette diapo est très importante parce que c'est vraiment des statistiques sur 1861 dossiers. Et là, vous avez le lait de vache qui est à 508, c'est-à-dire je n'ai pris que le niveau très élevé, c'est-à-dire des anticorps au-dessus de niveau 4, c'est-à-dire anciennement supérieur à 50 et maintenant des rouges. Le lait de vache est de très 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 loin, regardez, 508 patients, 27,3% de positivité. Le gluten est à 284. Je n'ai retenu que les niveaux très élevés. Si j'étais descendu, bien sûr, je serais tombé à 53%. Et là, en ne prenant que les niveaux très élevés, c'est le lait de vache qui ressort très largement en tête, devant le gluten, le jaune d'œuf, les amandes et le blanc d'œuf. D'accord ? Ensuite, ça tombe, c'est en dessous de 10%. On a la gomme de goire, le lait de brebis, le lait de chèvre, le nori, l'algue rouge, la banane, l'œuf de caille, le agar-agar, l'ananas, le kiwi, la noix du Brésil et la noisette. Voilà. Et ce qui est démontré, ce que j'ai testé là, c'est ces gens qui sont comme ça. D'accord ? C'est-à-dire, vous voyez, ça c'est le rouge. C'est donc les pourcentages que je viens de vous donner sur le lait de vache, c'est parce qu'on trouve ça. C'est énorme. C'est absolument énorme. Okay ? Ou ça. Et là, par exemple, vous avez un exemple où il y a la brebis et la chèvre qui sont exemptés, mais ils sont positifs, et le lait de jument encore qui est négatif, ce qui est logique. Voilà. J'ai terminé. Voilà, les cas cliniques, je crois qu'on les présentera tout à l'heure. Merci.